Les actes de paiement deviennent complètement invisibles. Quand je suis un consommateur et que je vais sur un site e-commerce ou dans un magasin, je veux être dans une expérience de shopping. Je veux être focalisé sur mon expérience de shopping. Je veux que payer soit un non-sujet. Et ça, c'est de plus en plus fort, c'est pas nouveau. L'expérience Amazon, quelque part, où ce qui me préoccupe, c'est de trouver le produit que je recherche dans cet immense catalogue, pas de comment je vais payer. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité, directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. L'amélioration de l'expérience client est probablement un des principaux challenges qui drive les retailers depuis toujours, mais peut-être encore plus depuis la fin de la crise sanitaire. Très clairement, avec l'augmentation des coûts d'acquisition que nous pouvons tous constater, les enjeux de fidélisation deviennent prioritaires pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, je vous propose d'appréhender ces défis par le biais du BaaS, l'acronyme de Banking as a Service. Car oui, vous allez le comprendre, les retailers ont un véritable intérêt à proposer des services bancaires à leurs clients. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Guillaume, le CEO d'Xpolens. Alors Xpolens, en deux mots, c'est la plateforme de Banking as a Service du groupe BPCE, spécialiste du paiement intégré. La solution permet par exemple à un distributeur de proposer à ses clients des cartes de paiement en marque blanche. Mais pour bien comprendre exactement de quoi il s'agit, nous allons d'abord prendre de la hauteur et parler marché, celui du paiement bien sûr, au travers des besoins consommateurs et de ceux des retailers, sans oublier les enjeux réglementaires auxquels sont soumis les fournisseurs de services bancaires et de paiement en France et en Europe. Nous poursuivrons en entrant en détail dans la proposition de valeur d'Xpolens. L'idée est de saisir tous les contours de la valeur ajoutée de la solution et de comprendre concrètement comment celle-ci se déploie chez un distributeur. Alors quoi de mieux que la preuve par l'exemple? Nous finirons par un business case qui permettra d'illustrer les bénéfices du savoir technologique d'Xpolens pour les retailers. Mais avant de commencer, Jean, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast, les Digital Doers. Ravi de participer à cette discussion. Le banking as a service, c'est un marché récent qui a un potentiel énorme, un gros potentiel pour notamment les retailers qui probablement ne savent pas encore tous les bénéfices qu'ils pourraient tirer de ce type de partenariat technologique. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir l'occasion de partager tout ça. Donc pour répondre à ta première question et me présenter, donc moi je suis le CEO d'Xpolens depuis à peu près 3 ans et demi. Et pour te dire comment je suis et pour vous dire comment je suis arrivé là, moi j'ai commencé ma carrière à la direction générale du Trésor au sein de l'administration. Je suis sorti de l'École nationale d'administration et je suis allé là. J'étais passionné depuis toujours par
les sujets de macroéconomie. Et j'ai eu la chance, si on peut parler d'une chance... Là, juste pour mettre des éléments de date, tu sors diplômé en quelle année à peu près ? Je sors diplômé en 2010 et je rejoins la Direction générale du Trésor, où j'ai fait 2 types de fonctions, grosso modo. Une fonction plus de conception de réglementation et de conception de politique économique. Et j'ai pas mal travaillé à cette époque sur la réglementation bancaire et j'ai par exemple écrit une bonne partie de la loi Lagarde que certains de nos auditeurs connaissent bien, ainsi que les directives européennes qui vont avec sur le crédit à la consommation, le crédit immobilier. Comment, quand tu rentres dans cette administration-là, comment les choses sont organisées ? Tu es rattaché à un service, tu réponds à un directeur de service, comment ça fonctionne et comment t'organiser le travail ? Je suis désolé de te poser cette question, mais en fait elle m'interpelle, n'ayant jamais eu l'occasion de la poser à quelqu'un qui a eu une expérience dans la fonction publique. Comment c'est organisé ? En plus, là, tu es au cœur du système, Bercy. Enfin, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on peut, nous, avoir l'habitude de voir dans les entreprises ? Pas tant que ça en réalité. Ça dépend. Il y a des fonctions très différentes dans l'administration. Au sein du Trésor, c'est ce qu'on appelle parfois un peu prétentieusement une direction d'état-major, dans le sens où c'est une petite direction. Il y a quelques centaines de personnes. L'État, c'est une organisation de 2 millions de personnes. Il y a quelques centaines de personnes à la direction du Trésor. Et ce sont des personnes qui sont organisées en petites équipes par périmètre. On pourrait dire périmètre fonctionnel si on était dans le privé, ou périmètre produit, pour concevoir des réglementations et les mettre en œuvre dans des domaines donnés. Donc c'est des organisations qui ressemblent probablement à des directions produits ou marketing produits dans des grandes entreprises. Moi j'étais en charge sur mon premier poste justement d'un segment de la réglementation bancaire. C'est un peu comme si j'avais été chef de produit d'une offre dans un groupe. Et simplement, le produit que je fabriquais, c'était des décrets, des règlements, des négociations de directives. Et la matière que je travaillais, c'était des négociations avec la représentation nationale, les députés, les professions concernées, que ce soit la profession bancaire ou à l'époque des gens comme la FEVAD, etc., puisqu'ils étaient très concernés par certaines réglementations également, les associations de consommateurs, etc. Donc c'est des réflexes qui ne sont pas si différents de ce qu'on peut retrouver dans le privé, avec pour autant une matière très différente, très particulière. Je dirais que la chance qu'on a quand on fait ça, et ce que j'ai retiré de ça, que j'ai gardé par la suite, c'est le fait d'être finalement assez jeune, en situation de responsabilité assez lourde, parce qu'on a un vrai pouvoir de transformation de secteurs entiers, qui peut être un peu vertigineux quand on se retrouve sortant d'école. T'as quel âge globalement là ? J'ai 39 ans aujourd'hui. Ouais, mais quand tu prends tes fonctions... Quand j'ai pris ces fonctions, j'en avais, si je ne dis pas de bêtises, 28 ou 29. Ouais. L'ENA, c'est une école dont on sort assez tard aujourd'hui, plutôt à bac plus 12 en moyenne à peu près. On fait en général un master avant, ailleurs, etc. Donc j'avais pas mal d'expérience professionnelle, mais en stage. J'avais fait d'ailleurs pas mal de stages dans le secteur financier, en M&A, en banque retail, dans les télécoms, chez L'Oréal. Donc j'avais quand même une connaissance du secteur privé, mais à un niveau de stagiaire. Et j'ai eu ma vraie première expérience professionnelle dans ce contexte-là. Et pour revenir à ta question de l'organisation, voilà, le Trésor, c'est ça, c'est des petites équipes qui gèrent un périmètre d'activité. Donc mon premier poste, c'était le périmètre on va dire pour faire simple, la réglementation du secteur retail, d'où les sujets loi Lagarde et compagnie, les sujets de services de paiement aussi. Et ensuite, j'ai travaillé, j'ai été adjoint du chef du bureau qui s'occupait, pendant la crise de la zone euro, de tous les dispositifs qu'on a mis en place en Europe pour sortir de la crise des dettes souveraines. Donc je préparais les négociations à Bruxelles au niveau des ministres, des directeurs du Trésor, et je négociais avec nos partenaires, avec le FMI, avec la BCE, les plans d'aide à la Grèce, à Malte, à Chypre, les mécanismes européens de stabilité, de gestion de dette qu'on a mis en place. Et là, c'est une équipe d'été. Ça, c'est passionnant. Ouais, j'imagine. Enfin, quand je t'écoute parler, effectivement, c'est une expérience qu'à mon avis peu de personnes
peuvent revendiquer. Je comprends que tu es adoré. Vous étiez une sorte de team à travailler ensemble. C'était, j'imagine pas, un travail en chambre individuel. Comment ça fonctionne? Ouais. Ben, alors, il y avait une équipe dont je faisais partie qui était vraiment en charge, on va dire, de la coordination, de la stratégie et de la négo en elle-même. Donc des profils, je dirais, plutôt généralistes, hein, comme le mien, qui préparaient la négociation à Bruxelles en tant que telle, et préparaient la prise de décision et la position française dans ces négociations. À côté de ça, on allait solliciter des équipes plus expertes, souvent composées plutôt de profils de macroéconomistes de formation, hein, d'ingénieurs, de l'ENSAE ou d'autres filières, mais enfin vraiment voilà, des économistes qui allaient fournir les analyses macroéconomiques, quel impact de telle action sur la dette grecque, sur la situation financière de la Grèce, quel impact de tel mécanisme de stabilité sur le coût des dettes des États souverains européens, quel impact sur les secteurs bancaires, etc. On allait consulter aussi les bureaux spécialistes des réglementations bancaires. Hein. Au travers de la crise de la zone euro, l'Union européenne a considérablement transformé ces mécanismes de surveillance du secteur bancaire et aussi on appelle ça de bail-in et de résolution bancaire, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels on assure la stabilité du système financier dans sa globalité et on gère éventuellement la défaillance d'une banque en difficulté ou son sauvetage par différents mécanismes ou par les États souverains. Donc voilà, il y avait beaucoup de transversalité requise et nous on était un petit peu le bureau, je dirais, de synthèse et de coordination et de négociation. Voilà, et ça a été une expérience absolument passionnante. Intellectuellement, j'imagine intense. que c'était Ouais. très riche. Très riche, Tu as ouais. dû en ressortir nourri de beaucoup de choses, de toutes ces expériences-là. On imagine qu'on n'est pas très, comme disent les Anglais, hands-on. C'est-à-dire par rapport au privé où finalement toute décision a un impact beaucoup plus direct sur les conséquences. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu voyais ou pas? Ou est-ce que je me trompe dans... Tu as tout à fait raison, et au fond, c'est ce qui m'a conduit juste après à faire le choix de partir dans le secteur privé. Moi, ce que j'ai retenu de cette période-là, c'est mon goût pour la transformation, pour la situation qui doit nous conduire à vraiment transformer quelque chose, créer une nouvelle manière de travailler. Dans le privé, on dirait créer un nouveau business, créer un nouveau produit. On peut considérer que c'était ça, ce que nous a imposé de faire la crise de la zone euro. Pour autant, j'ai eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Attends, tu peux juste me redéfinir la crise de la zone euro, et c'est celle qu'on... Si tu veux, tu as eu deux crises. Tu as eu la crise, en un sens, tu as eu la crise financière de 2008, qui était au départ véritablement une crise proprement financière, le sujet des mortgages, le shadow banking system, etc. Et ça s'est transformé dans le cas de la zone euro en crise de la dette souveraine, qui était une prolongation, mais qui jouait sur des mécanismes propres à la zone euro, qui était en gros que comme on a une monnaie unique, mais des États distincts, qui ont leur propre budget et leur propre secteur bancaire malgré tout, les États dans lesquels les banques étaient en difficulté se sont retrouvés en situation de crise de financement parce que les marchés anticipaient, à juste titre d'ailleurs, que ces États allaient renflouer les banques. Et donc on a eu des situations terribles dans certains pays, alors jusqu'à l'extrême, la Grèce, Chypre, mais même des grands pays comme l'Italie, où les États couraient le risque de ne plus pouvoir se financer parce que les marchés anticipaient qu'ils allaient devoir renflouer les banques et donc supporter des niveaux de dette extrêmes. Tu utilises le vocable européen, de crise européenne. En fait, peut-être que pour le commun des mortels, on parlait de la crise grecque. Oui, ou la crise de la dette souveraine. Il n'y a pas eu que la Grèce. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, merci pour cette petite aparté pour redéfinir ce que c'était que cette crise-là. Tu disais qu'effectivement, tu avais appris beaucoup de choses, que l'aspect peut-être moins opérationnel qu'une entreprise était un aspect qui te manquait. C'est la liaison en fait qui te permet aujourd'hui de nous expliquer le passage au privé. Absolument. Moi, j'ai été chercher deux choses finalement dans le privé. J'ai été chercher un environnement professionnel dans lequel finalement le parcours que je pourrais construire serait plus directement lié aux résultats que j'obtiens.
Dans l'administration, c'est un peu plus difficile. La manière dont les carrières se construisent se font un peu à l'ancienneté, au hasard des postes qui s'ouvrent. Même dans des administrations assez dynamiques comme le Trésor, il y a un certain nombre de rigidités qui sont difficiles à enlever avec la meilleure volonté du monde. Moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'avoir un lien entre ce que je produis, les résultats que j'obtiens et ce que je fais comme évolution. Ça c'est la première chose. Et puis j'ai eu conscience finalement en vivant cette crise de la zone euro, qui était quand même une mauvaise nouvelle pour tout le monde, de vivre quelque chose d'exceptionnel et d'avoir un niveau d'intensité que j'aurais pas forcément tous les jours au cours de ma carrière administrative. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un truc que j'avais en tête depuis le départ. Moi, dès mes études, j'avais choisi de faire l'ENA après Sciences Po, où j'avais fait un master affaires publiques, donc j'étais quand même assez chatouillé par ces sujets de politique publique évidemment, mais j'avais fait tous mes stages dans le privé, et donc j'avais un peu en tête de faire un parcours un peu en 2 étapes ou de tester un peu les deux. Donc j'ai été chercher ça. J'ai rejoint à ce moment-là le groupe BPCE à la direction de la stratégie. Comment tu fais le passage de l'un à l'autre, même si géographiquement c'est pas très loin? On se trouve J'ai là. Pas changé beaucoup de quartiers. Voilà, là on se trouve dans les bureaux, un des bureaux de la BPCE, plus exactement Natixis, Sixpolens, Payplug. Le FinTech Campus de BPCE. Voilà, la FinTech Campus de BPCE. Qui n'ont pas très très loin, à vol d'oiseau de Bercy, à quelques centaines de mètres. Oui, donc comment ce passage, comment tu le structures, comment tu l'opères? Pourquoi BPCE? Parce que j'imagine que tu pouvais, avec le parcours qui était le tien, obtenir des postes dans beaucoup d'autres grandes entreprises. Comment ton choix s'est-il opéré? C'est essentiellement une affaire de rencontre. À ce moment-là, moi j'avais besoin de définir un peu mieux mon parcours professionnel futur, parce que comme je venais de passer 5 ans dans l'administration, c'était pas absolument évident pour moi de me dire en connaissance de cause, j'ai envie de faire du marketing, ou j'ai envie de faire du contrôle de gestion, ou du M&A, ou encore d'autres idées. Donc je me suis dit, en allant vers une direction de la stratégie, je vais acquérir une vision d'ensemble, faire un peu l'école de commerce que j'ai pas faite quelque part, et puis c'est ça qui va me donner des idées pour la suite et me créer du réseau pour la suite. Donc c'est ce que j'ai recherché, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai accroché avec l'équipe dirigeante de BPCE à l'époque qui cherchait quelqu'un à la direction de la stratégie comme responsable de projet stratégique, et la feuille de route me correspondait bien parce que, et c'est ce que j'y ai trouvé dans les un peu plus de 2 ans que je suis resté à ce poste. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait effectivement un peu de M&A, corporate development, un peu de business review, contrôle de gestion, un peu de communication. Enfin, j'ai un peu pu toucher à tout, apprendre à connaître le groupe, apprendre à connaître le métier de la banque. Qui me permettait aussi quand même, de là où je venais, d'exploiter des choses que j'avais apprises. La réglementation bancaire est très présente dans le secteur bancaire, la macroéconomie est très présente dans le secteur bancaire, c'est normal, on le sait bien en ce moment d'ailleurs avec le contexte de hausse des taux, donc j'arrivais avec un background qui n'était pas le background du privé mais qui était exploitable dans le secteur bancaire, plus facilement peut-être que dans un autre. Et puis, les choses se sont faites, je disais que c'est le fruit de rencontres, et parfois, je ne dis pas que la vie professionnelle est le fruit du hasard, mais c'est plutôt de saisir des opportunités qui se présentent au bon moment. Je suis arrivé dans cette direction de la stratégie, au moment où le groupe BPCE, comme l'ensemble de la profession, essayait plus qu'essayait d'ailleurs, passait à la seconde sur la transformation digitale. On était dans les années 2015 et suivantes. C'est à ce moment-là que le groupe BPCE a d'ailleurs créé un pôle digital représenté au niveau du directoire du groupe pour mieux gérer, accélérer cette transformation avec des fonctions de Chief Data Officer, Chief Digital Officer qui étaient nouvelles dans le groupe BPCE, et comme toute la profession, le groupe BPCE s'est mis à la page et a engagé d'importants plans de transformation. Moi j'ai eu la chance de pouvoir accompagner ça et voir ça depuis la direction de la stratégie. C'était au frontispice d'ailleurs du plan stratégique qu'on a préparé à l'époque. Ça m'a fait rencontrer tous les gens de cet univers-là, et ça m'a énormément plu. Et donc moi je me suis dit finalement, avec ce que j'avais aussi gardé et appris sur moi de mon expérience précédente, moi j'aime transformer, j'aime aller vers le nouveau. Je ne suis pas le meilleur quand on me dit tu vas apprendre à faire le job de quelqu'un qui l'a fait avant toi aussi bien que lui. Je suis plutôt, je sens que je peux avoir de la valeur ajoutée si on me dit
là, il faut défricher et inventer un truc nouveau. Il va falloir faire preuve d'agilité, de réactivité. C'est ce qui m'attire le plus et j'ai l'impression que j'ai plus de valeur à ajouter là-dedans. J'ai été attiré par ça et je me suis dit, l'avenir, c'est la banque digitale. Je ne veux pas dire par là les néobanques, je veux dire l'expérience client digitale et les processus digitales dans toutes les dimensions des activités bancaires et financières. J'ai voulu aller vers ça. À l'époque, là aussi, c'est un peu des affaires d'opportunité. Le directoire du groupe avait fait le choix d'investir dans une néobanque allemande qui s'appelait Fidor et avait l'intention de la lancer en France. Donc je me suis porté volontaire pour porter ce projet. Là, on est 2 ans après ton arrivée dans le ça, groupe, BPCE. On est fin 2017, début 2018, où je prends en charge le projet de lancement de cette néobanque Fidor allemande en France. Et je fais ça pendant à peu près 1 an et demi. Je monte l'équipe, je crée l'offre, je commence à préparer des plans de lancement. Et je fais une petite incise, en fait, sans le savoir à l'époque, ou plutôt sans le savoir, je le savais bien, mais le terme de banking as a service n'était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui, ou était encore un peu confidentiel, n'avait pas encore émergé. En fait, j'avais, pour construire cette offre, demandé à une filiale du groupe BPCE qui s'appelait S-Money de me fournir un certain nombre de solutions qui étaient en fait des solutions de banking as a service. J'avais besoin de ça pour lancer ma néobanque en France. Et donc ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, ça explique la suite. Il y a eu un changement de direction du groupe. À ce moment-là, on est, je pense, au tournant vers l'été 2018. Et le choix stratégique qui a été fait, que d'ailleurs à titre personnel je soutiens pleinement et qui a montré, je pense, de très beaux résultats depuis, c'est de focaliser les moyens du groupe plutôt sur la transformation digitale de ses métiers traditionnels que sur le lancement d'une nouvelle banque digitale distincte des marques Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et donc le lancement de ce projet Fidor en France a été stoppé, et d'ailleurs la filiale Fidor a été cédée depuis. Donc moi évidemment mon job a été interrompu à ce moment-là, c'était dommage, mais j'avais quand même eu l'occasion d'apprendre pas mal de trucs, assez frustré de ne pas pouvoir aller évidemment jusqu'au lancement de mon produit sur le marché. On avait en plus pensé à plein de trucs que depuis d'autres ont fait, donc je me dis que ça veut dire que j'avais les bonnes idées. Ouais, c'est bien que j'avais les bonnes idées, voilà, on va dire ça, mais ça m'avait fait quand même acquérir un certain nombre de savoir-faire, et il se trouve que justement à ce moment-là, donc le département des paiements de Natixis cherchait quelqu'un pour reprendre cette fameuse filiale S-Money, à qui j'avais demandé finalement de me fournir des solutions de banking as a service, et qui avait commencé à construire, avec ce qu'on avait demandé depuis Fidor, des choses qui préfiguraient ce qui allait devenir un jour Exponence. Donc j'ai pris le contrôle de cette filiale. On est là tout début 2019, janvier 2019. C'était un établissement de monnaie électronique, FinTech, créé par le groupe au tout début des années 2010. L'obtention de l'agrément de monnaie électronique doit être de 2012, et qui avait fonctionné pendant pas mal d'années comme un acteur de l'innovation au sein du groupe, utilisant son agrément de monnaie électronique et son agilité pour fournir des fonctionnalités innovantes pour les marques Banque Populaire, Caisse d'Épargne notamment. L'idée de transformation, qui était ma feuille de route quand j'ai pris ce poste il y a 3 ans et demi, c'était de dire il va se passer dans le domaine de l'émission de moyens de paiement la même chose que ce qui s'est passé dans le domaine de l'acquisition de moyens de paiement. C'est-à-dire, et ça, c'est des choses que je pense tes auditeurs connaissent bien, en matière d'acquisition, il y a eu l'émergence des PSP e-commerce qui font que l'encaissement et l'acquisition, ça n'est plus le monopole des banques. Il y a des PSP spécialistes qui font que ça, qui ont développé des technologies entièrement focalisées là-dessus. L'intuition stratégique de Natixis Paiement à l'époque, c'est-à-dire qu'il va se passer la même chose dans le domaine de l'émission, des PSP issuing, on appelait ça comme ça à l'époque en interne, qui vont permettre à des corporates d'émettre des moyens de paiement autrement qu'en allant voir leur agence bancaire comme elles ont l'habitude de le faire. C'était juste ça, c'était pas plus précis, mais c'était une intuition stratégique. Et le véhicule choisi pour tester cette intuition stratégique, c'était S-Money. Donc j'ai pris la direction d'S-Money en janvier 2019,
Et ce qu'on a fait depuis, si je le résume, c'est complètement tout transformer de la cave au grenier. S-Money, c'était un agrément, un savoir-faire réel, mais par contre, en termes de plateforme et de produits, ça n'était pas organisé comme une fintech qui vend un produit de banking et de services. C'était plutôt organisé comme un acteur de l'innovation au sein du groupe. Donc j'ai transformé tout ça depuis 3 ans. D'où la création de la marque Absolument. Xpolens, qui permet d'agréger sous ce nom finalement la plateforme technologique et les produits. Exactement. Et c'est ça une fintech, hein. C'est une marque, un produit, une plateforme, et tout ça doit être très focus et ne se diversifier qu'intelligemment et une fois qu'on est mature. Il faut d'abord scaler sur une proposition de valeur extrêmement forte, qu'on poursuit obstinément. Et ça a été l'essentiel de mon travail, qui a été, je dirais, pendant les 18 premiers mois, de transformer S-Money, de fermer un certain nombre d'activités qui n'avaient plus de sens ou qui étaient des petites innovations locales qui n'avaient pas vocation à devenir des business pérennes, et de créer cette nouvelle plateforme Xpolens, ce qui a culminé à l'été 2021, qui est le moment où le nouveau produit Xpolens, qui est une plateforme complètement nouvelle d'un point de vue technique, qu'on a eu la chance de pouvoir construire à l'état de l'art, en microservices, hébergé entièrement sur le cloud, etc. On a vraiment tout fait from scratch. Donc on l'a lancé en production commerciale à l'été 2021 avec nos 2 premiers clients exploitant cette plateforme. Et à ce moment-là, on en a changé de marque. S-Money est devenu Xpolens et on a commencé à communiquer effectivement à la fois sur cette marque, ce produit, cette proposition de valeur. Voilà. Merci pour ces éléments d'explication. Avant d'aller plus loin, finalement, ta feuille de route chez Xpolens, là, si on dit qu'elle commence avec l'existence même de cette marque, globalement derrière cette question, c'est quoi les ambitions en fait, sans que tu nous en dises trop, pitch-nous en 2 secondes la proposition de valeur d'Xpolens en 2 secondes et la direction vers laquelle tu la pousses. La proposition de valeur d'Xpolens, c'est de permettre à des corporates, dont des retailers, d'intégrer de manière complètement personnalisée dans leurs offres, leurs processus, leurs outils, leur parcours client, leur UX, leur marque, toutes sortes de solutions de paiement de manière complètement customisée à leur contexte. Et on donnera un peu de détails tout à l'heure avec des use cases. C'est un peu, soyez votre propre banque, ou faites comme si vous étiez la banque de vos clients si vous en avez besoin, s'il y a une valeur, et nous on s'occupe de toute la complexité de l'infrastructure derrière et de toutes les obligations réglementaires sur notre propre agrément. Et notre ambition, c'est de devenir le partenaire de référence des grands industriels, ou plutôt des industries qui se transforment. Il y a plusieurs types d'acteurs de banking as a service. Il y en a d'autres dont le message c'est plutôt lancer une néobanque en 3 semaines. Nous, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, vous avez un projet transformant, vous voulez créer de la valeur pour vos clients finaux, vos consommateurs, de l'engagement, de la récurrence. Vous voulez transformer vos processus, mettre de l'automatisation, de la robotisation dans vos processus de règlement des fournisseurs ou que sais-je. On va s'asseoir longuement avec vous et vous aider à designer la manière d'exploiter notre solution qui va le mieux traiter vos besoins. Et donc on s'inscrit sur des projets plutôt stratégiques et transformants. C'est ce qui me passionne dans ce métier. On s'adresse à beaucoup d'industries différentes et à chaque fois on est sur des projets stratégiques et transformants pour nos clients qui vont soit lancer une nouvelle activité, une nouvelle source de revenus, un nouveau business model ou une transformation de leur organisation. Ils vont nous utiliser pour ça. On se voit presque comme un acteur de la transformation digitale des industries qui sont nos clientes. Très bien. Et dernière question avant de parler justement du marché. La dimension internationale d'Xpolens, quelle est-elle? Est-ce que c'est un acteur franco-français? Est-ce qu'il y a une dimension plus européenne? J'ai un peu des éléments de réponse en te posant la question, mais j'aimerais bien t'entendre peut-être insister là-dessus. Je dirais qu'on est nativement en zone euro. Pourquoi je dis ça? Parce que les technologies de paiement qu'on déploie, elles sont effectivement nativement européennes. On est partenaire de Visa, on émet donc des cartes Visa only. On peut les émettre en France, en Espagne, en Allemagne, il n'y a pas de... C'est nativement comme ça.
sur tout ce qui est virement, prélèvement, virement instantané, de la même manière, nos solutions, ce sont des solutions SEPA qui sont nativement européennes. Donc voilà, on a un produit qui est nativement européen. Ce qui nous manque pour être complètement européen, c'est certaines des devises de l'Union européenne pour les pays qui ne sont pas de zone euro. Donc ça, c'est des évolutions pour nous qu'on prévoit un petit peu plus loin en termes de roadmap. On commence par maîtriser tous les business qui peuvent s'appuyer sur de l'euro. Et finalement, l'enjeu pour nous, pour accélérer dans notre déploiement en dehors de France, c'est plutôt un enjeu de go-to-market que de produits. C'est un marché qui est encore récent et émergent, le banking as a service. Il faut bien sensibiliser les acteurs sur la compréhension de ce qu'on fait, même si on reçoit de plus en plus de RFP qui s'intitulent BaaS. Bon, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, mais c'est encore malgré tout relativement récent. Donc c'est plus facile de le faire dans notre environnement local naturel. Nous, ce qu'on fait, c'est classique, c'est qu'on commence par accompagner des grands acteurs français qui eux-mêmes ont des sujets cross-border. On travaille par exemple pour ADO Leroy Merlin sur leur marketplace qu'on a lancé d'abord en France, puis en Italie, puis en Espagne et bientôt dans d'autres géographies. Et puis ça va nous mettre le pied à l'étrier pour aller directement. Une dimension européenne avant tout, euro dans un premier temps, par pragmatisme, puis plus européenne avec d'autres devises par la suite. Merci pour cette belle introduction, Jean. On va justement, avant de rentrer dans la proposition de valeur, un peu redéfinir le marché ou les marchés, peut-être dans sa dimension française, mais aussi européenne. À toi de voir dans lequel s'inscrit Expollens. Marché qui probablement a subi des accélérations dans sa transformation durant les dernières années. Comment ça se passe côté consommateur? Comment ça se passe côté retailer? Quels sont les points de vue, les convictions qui sont les tiennes sur ces sujets de marché? Alors, d'abord, la première tendance qui s'impose, qui n'est pas nouvelle, mais qui devient toujours plus forte, c'est cette volonté ou ce besoin, que ce soit des consommateurs et maintenant je pense aussi des entreprises, que les actes de paiement deviennent complètement invisibles. Quand je suis un consommateur et que je vais sur un site e-commerce ou dans un magasin, je veux être dans une expérience de shopping. Je veux être focalisé sur mon expérience de shopping. Je veux que payer soit un non-sujet. Et ça, c'est de plus en plus fort, c'est pas nouveau. Quand je disais ça touche maintenant dans les entreprises, nous on voit arriver... Là, tu penses, pardon, je te coupe, tu penses clairement, quand je t'entends parler, à l'expérience Uber. Quelque part, tu payes pas ton taxi. Bien sûr, tu le payes, mais il n'y a pas cet acte de remise de cash comme à l'ancienne ou de paiement en carte bleue au moment où tu vas sortir du véhicule. Ouais. Ou l'expérience Amazon, quelque part, où ce qui me préoccupe, c'est de trouver le produit que je recherche dans cet immense catalogue. Pas de comment je vais payer, voilà, c'est super fluide, je gère mon panier et mes envies. Ça, c'est toujours plus fort. Et je pense que ça touche, comme je disais maintenant, les entreprises, dans la mesure où on va avoir des trésoriers d'entreprise, des directions financières qui nous disent, moi, quand je paye mes salariés, quand je paye mes fournisseurs, mon vrai sujet, c'est le cash management, c'est pas l'acte de paiement en fait. Et de la même manière, avoir des back-office entiers qui réconcilient des virements ou s'assurent de la traçabilité des flux, ça m'enquiquine, c'est pas le cœur de ma valeur ajoutée. Et donc là aussi, on va avoir envie, c'est de l'UX mais pour entreprise, de mettre de la digitalisation et de la robotisation. C'est pour moi un sujet assez similaire. Donc ça, c'est le premier point. L'acte de paiement qui doit complètement disparaître à l'intérieur d'un contexte métier, que ce soit un environnement d'achat et de shopping, que ce soit un environnement de direction financière. Je pourrais parler de l'assurance. Le métier d'un assureur, c'est d'assurer les assurés. Là, j'enfonce des énormes portes ouvertes. Le fait de collecter le paiement ou de délivrer l'indemnisation, il faut que ce soit d'une fluidité, d'une invisibilité inouïe si on peut, parce que le sujet, c'est d'assurer des risques. Transférer l'argent d'un point à un point B, c'est devenir une commodity invisible. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça devient toujours plus fort. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui... les acteurs du BaaS en font partie, on fait partie des acteurs qui démocratisent des solutions technologiques qui facilitent ça. Je pense à quelques exemples. Pour rester dans un premier temps dans un sujet retail. Je pense que ça fait longtemps, et il y a pas mal d'exemples d'ailleurs sur le marché,
que des retailers se disent « Tiens, moi, ça m'intéresserait de doter mes clients d'un wallet et d'un moyen de paiement. Comme ça, je le connais, il revient chez moi, je peux le connecter à mon programme de fidélité. Je peux avoir une espèce une relation récurrente avec lui parce qu'il a une application de ma marque dans son téléphone qu'il va utiliser pour payer en magasin, des choses comme ça. » C'est pas des sujets qui sont fondamentalement nouveaux à l'échelle ça dépend quelle période on regarde, mais ça fait quand même au moins 10 ans, voire un peu plus. Oui, parce que ce que tu décris, en fait, c'est ce qu'on rencontre chez les grands distributeurs alimentaires type Carrefour, Auchan, avec les cartes de fidélité qui sont également des cartes de paiement, qui te permettent de passer plus vite en caisse ou d'avoir des réductions supplémentaires par rapport à d'autres. C'est de ça dont tu parles. Hein. Voilà, exactement. Donc ça existe déjà. Ce qu'on peut faire avec un fournisseur comme le BAS, avec des technologies comme les nôtres, c'est gérer ça de manière beaucoup plus efficace en termes de coût et d'UX. Parce que typiquement, ce que va faire un BAS face à un retailer qui a ce type de sujet, c'est complètement géré en interne chez nous toutes ces problématiques d'infrastructure bancaire quelque part. D'un point de vue technique, le client retailer va alors gérer son expérience client, son application mobile, sa marque. On va y venir dans le détail de comment ça fonctionne. Mais pour revenir sur le marché, ce que j'aime bien, c'est mettre l'un en face de l'autre, l'offre et la demande, c'est-à-dire le consommateur et le retailer. Là, on a un sujet qui est quand même très technique pour les retailers, où on va aller, on le verra ensuite, leur proposer finalement d'ajouter des briques nouvelles dans leur business model. Ouais. Quelque part, c'est quand même un peu ça. Ouais. Et on va arriver dans le détail là-dessus, mais c'est où se trouve finalement, où en est cette relation entre les retailers et les consommateurs aujourd'hui, et pourquoi finalement les retailers auraient-ils besoin de s'ouvrir à d'autres services, proposer d'autres services? Qu'est-ce que le consommateur attend de ces retailers? Effectivement en termes de services, mais de façon peut-être plus globale, tu peux avoir des points de vue. J'aime bien cette confrontation offre et demande. Ton point de vue à toi Oui. Alors, je pense que, je le reprends parce que c'est quand même important, évidemment le consommateur, il attend une immense fluidité dans l'acte d'achat. Bon. La deuxième chose, là je vais rentrer un peu plus dans l'univers de la fidélité, je pense qu'il attend de la valeur de son programme de fidélité c'est pas toujours facile d'avoir un programme de fidélité qui génère vraiment de l'usage, de la valeur et de la récurrence avec le client. Et c'est effectivement traditionnellement réservé à des grandes enseignes qui mettent beaucoup de moyens et ça coûte cher. Donc si on s'inscrit à un programme de fidélité, on veut qu'il y ait de la valeur derrière. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point où l'expérience, les attentes du consommateur, bon, là aussi, c'est pas nouveau, mais ça augmente depuis 10 ans, ça ne cesse d'augmenter. C'est l'acte d'achat ou l'acte de shopping et la manière dont on choisit le produit qu'on achète qui évolue un petit peu. Là, je fais un petit détour par ce que j'appelle le développement des plateformes de shopping. Ce sont tous ces acteurs qui finalement se mettent entre le distributeur traditionnel et le producteur traditionnel et le consommateur pour lui proposer une expérience de consommation qu'on pourrait qualifier d'affinitaire. Je suis un acteur du cashback, je suis un acteur du paiement fractionné, du fameux Buy Now Pay Later. On peut les voir comme ça, on peut dire oui, lui il fait du cashback, lui il fait du BNPL. Moi je pense que c'est juste le tout début. Ce qu'il y a derrière, ce sont des plateformes qui vont réunir un ensemble de consommateurs sur une plateforme qui leur propose une manière de choisir leur produit et de le consommer. Et dans quelques années, ceux qui auront grandi, qui se seront imposés, ils feront tout. Du cashback, du BNPL, des assurances, des crédits plus longue durée. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser finalement à une interview que j'ai fait de Joe, qui est une application qui permet de faire tes courses en fonction de recettes, mais en fonction aussi de l'assortiment de l'hypermarché ou du supermarché auquel tu t'es raccordé, puisque les courses sont faites dans ce supermarché. Si c'est Carrefour que tu as choisi, in fine, c'est Carrefour qui fera la livraison. Mais la curation, finalement, la sélection des produits est faite au travers de cette application Joe. Peut-être que tu la connais, J-O-W.
ça s'inscrit dans le même modèle. C'est ça, et c'est ce que j'appelle affinitaire parce qu'il y a des tas de manières de gérer sa plateforme de shopping. Le différenciant d'une plateforme de shopping, ça peut être j'ai une super offre de cashback, ça peut être j'ai une super offre de BNPL, ça peut être j'ai un système de recommandation et de classement des produits qui est différenciant. Ça peut être je te renseigne sur le bilan carbone de ton panier d'achat parce que moi je suis sensible à ça. Ça peut être je te fournis des assurances diverses et variées. Donc ça peut être j'ai la meilleure recommandation pour les produits cosmétiques ou les produits vestimentaires. Voilà, donc ça peut être vertical, ça peut être affinitaire, ça peut être générationnel, ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, ce sont des plateformes qui vont réunir des consommateurs sur une manière de consommer et qui vont du coup se mettre entre le consommateur, entre l'audience et le distributeur habituel. Ça, c'est une tendance assez forte. Et donc, ça induit pas mal de choses pour les distributeurs. Comment est-ce qu'ils sont présents sur ces plateformes? Et puis, comment est-ce qu'ils réagissent? Et moi, finalement, en tant que BAS, nous, ce qu'on vient proposer, c'est des leviers pour les retailers pour augmenter l'engagement de leurs clients en mettant des solutions de paiement complètement customisées dans des programmes de fidélité ou dans des parcours de gift ou de voucher ou d'achat ou des parcours de shopping dédiés. On donnera, je pense, un exemple tout à l'heure. C'est une manière de répondre à ça. C'est une manière de renforcer le lien entre une marque de distribution. On va y arriver tout de suite. Merci pour la transition. Je résume finalement les trois points que tu as évoqués en ce qui concerne le marché, c'est-à-dire une fluidité. Le premier point, c'est la fluidité dans l'expérience d'achat, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que le checkout soit un pain point et que ce soit comme à la mode Uber ou Amazon. Ça, c'est le premier point. Le second, rappelle-moi, tu m'as dit, le troisième, c'est justement les intermédiaires. Le second porte sur quoi tu m'as dit? L'engagement dans la marque et la valeur d'usage des programmes de fidélité. Voilà, merci, la fidélité, les valeurs d'usage et la fidélité. Excuse-moi pour ce petit moment de blanc. Et puis donc le troisième point qui est celui de l'intermédiation en quelque sorte avec des services ou une façon affinitaire de consommer les produits des distributeurs. Justement, le BAS, Xpolens plus particulièrement, intervient pour apporter finalement des solutions, et je le disais en introduction, sur ces engagements, sur ces enjeux, plus exactement, c'est le bon mot, sur les défis auxquels les retailers sont confrontés. Oui, ils ont un intérêt pour eux et donc pour leurs consommateurs à aller plus en avant dans la mise en œuvre, le déploiement d'une offre de services bancaires ou de paiement au sens plus large du terme. Comment on fait ça? Tu as esquissé quelques réponses, c'est-à-dire qu'il y a une technologie qui a été développée qui permet aux retailers de ne pas supporter l'ensemble des développements, et tant mieux parce que c'est vrai que c'est lourd. Je ne vais pas en dire plus, je te laisse la parole. Merci. Nous, il faut nous voir comme une boîte à outils bancaire qui peut être consommée par API. Pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce que c'est qu'une API, ça veut dire que tout est hébergé et géré chez nous et qu'on est appelé par nos clients, je parle d'un appel technique, pour créer un objet. Vous appelez Xpolens pour créer un compte pour quelqu'un, pour donner une carte à quelqu'un, pour déclencher un virement pour quelqu'un. Donc toute l'infrastructure bancaire, elle est chez nous et elle est consommable par nos clients. Ça nous permet de dire à nos clients, votre sujet c'est l'UX, le parcours client, votre métier de gestion de votre marque et de votre distribution et de votre proposition de valeur, toute la complexité bancaire d'un point de vue technologique ou réglementaire, elle est chez nous. Ça, c'est important le fait, parce que la réglementation, c'est un sujet on a passé peut-être un peu vite tout à l'heure, bien que tu l'aies quand même évoqué au travers du ton parcours professionnel avant. C'est un sujet qui est lourd, la réglementation, pour
n'importe qui est un professionnel dans le paiement ou la banque, la finance en général, c'est probablement l'un des secteurs les plus réglementés qui existent, peut-être avec la santé. Là, et c'est important que tu le soulignes, ces enjeux-là qui sont très lourds sont portés par vous et le retailer s'en dégage complètement. C'est très juste. Voilà, on endosse toute la responsabilité et on fournit les outils qui permettent de respecter les obligations. Quelque chose de très classique. Dans beaucoup de cas, quand on fournit un service bancaire à quelqu'un, il faut faire son KYC au sens de la réglementation bancaire. KYC, c'est Know Your Clients, voilà, donc customer. Il faut vérifier son identité, vérifier que c'est bien la bonne personne avec le bon visage qui a la bonne pièce d'identité et un certain nombre d'autres due diligence que je vous épargne là. On s'occupe de ça et nos API permettent que tout ceci soit réalisé par nous et projeté dans le parcours client sous la marque de notre client retailer par exemple. Donc c'est une illustration de notre fonctionnement qui est complètement marque blanche. Et alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on apporte, donc nous on a tout le catalogue bancaire, on ouvre des comptes avec des IBAN virtuels, c'est une innovation récente qui peut être intéressante pour faire du lettrage, des cartes virtuelles ou physiques, des paiements dont des instant payments, donc on a tout le catalogue à l'état de l'art technologique de ce que c'est faire la banque ou le paiement. Finalement, on rend ça disponible pour une entreprise qui voudrait soit utiliser ça pour son besoin propre, soit en doter ses clients finaux. Et là, ça m'oblige à rentrer un peu plus dans des exemples de use case. Ce catalogue, il peut être utilisé vraiment pour énormément de choses. Et c'est un des challenges intéressants de notre métier, c'est que moi, je peux dire à un assureur, ah ben moi, je te fournis des solutions pour que tu puisses indemniser tes clients en temps réel et faciliter la traçabilité et le lettrage des indemnités que tu as versées à un tel ou un tel. Je peux dire ça également à un acteur du gambling. Je peux dire à un retailer qui veut augmenter la valeur de son programme de feed, je mets dedans une carte virtuelle que tu vas pouvoir associer à un programme de cashback pour créer plus de valeur autour du earn et du burn et récupérer de la donnée client d'usage et du coup pouvoir l'exploiter. On peut faire des choses vraiment extrêmement variées. Et donc finalement, ce qui se passe, et c'est, je dirais, c'était important de parler de la techno, ce qui pour moi doit différencier Exponence, et c'est ce qu'on s'attelle à faire, c'est cette capacité de conseil en fait. Notre client, il vient nous voir avec un besoin métier, je veux renforcer la valeur de mon programme de fidélité, je veux indemniser mes assurés en temps réel, je pourrais donner 10 autres exemples, et c'est nous qui allons regarder dans notre catalogue de briques techno comment on peut agencer ça pour répondre à ce besoin. C'est très clair, il y a une notion que tu as évoquée et j'aimerais bien m'y attarder un tout petit peu plus, c'est celle de la data. Qui dit puisque là on est sur des services transactionnels, donc il y a de la data. Comment celle-ci est partagée ou qui la possède? Est-ce que c'est le retailer? En prenant l'exemple d'une carte de feed qui est également une carte de paiement, on l'a évoqué, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, moi qui ne suis pas un professionnel comme toi de ce secteur-là, il me parle franchement, et peut-être que beaucoup de retailers se retrouveront là-dedans. Comment ça fonctionne? Comment les données sont accessibles pour le retailer? Est-ce qu'ils sont accès à tout, pas à tout? Voilà, c'est à mon avis un point qui est vraiment important, puisque je le disais en introduction, aujourd'hui on est dans des enjeux de fidélisation qui sont peut-être plus forts que jamais, parce que l'acquisition n'est pas évidente, elle est chère, donc la donnée, elle est clé. On pourrait ajouter à ces sujets-là des sujets réglementaires avec la disparition des cookies quand on est sur des transactions online. Donc voilà, il y a plein de sujets. Donc la donnée, elle est vraiment centrale dans le retail, dans le commerce en général. Oui, c'est très juste. Alors, du fait de notre agrément, nous, on a non seulement le droit, mais même l'obligation de conserver un certain nombre de données, en tant que, du point de vue de la réglementation bancaire. Et en fait, on fait bénéficier nos clients, retailers ou corporate, de ces droits. Du point de vue du RGPD, on est responsable de traitement. Et alors il y a plusieurs formats, nos clients peuvent être co-responsables de traitement, ou peuvent avoir des délégations d'usage des données, en tout cas on leur donne accès à tout. J'ajoute à ça que tout est en réel, c'est l'intérêt des technologies récentes comme les nôtres, toute la donnée liée à l'usage des clients,
elle est accessible sous forme de reporting classique, de relevé de compte, de tout ce que vous voulez, ça c'est normal, mais voilà, toujours de la même manière, en interrogeant notre API, on peut à tout moment récupérer. Tu veux dire que concrètement, tu as un dashboard auquel tu te connectes qui te permet d'aller chercher la donnée? Oui, alors, on a un certain nombre de données standards qui sont restituées dans le dashboard qu'on fournit de manière générique à tous nos clients. Pour des besoins plus spécifiques et pour des besoins métiers, nos clients choisissent plutôt d'aller consommer nos API pour récupérer les données qui les intéressent. Et dans là, leur ils ont accès système. à tout ce qu'ils veulent. Voilà, Ouais, exactement. ok. Donc eux, ils les réconcilient après avec ce qu'ils veulent. Voilà, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent d'ailleurs les reproduire chez eux et les stocker chez eux si ça les intéresse, ou les laisser stocker chez nous et les consommer à l'usage. Bien sûr. Ils peuvent brancher leurs propres outils de business intelligence sur les données qu'ils viennent chercher chez nous. Et ça, c'est effectivement très sensible. Nous, encore une fois, on est complètement marque blanche. On n'a pas vocation à s'approprier la relation avec l'utilisateur final. C'est important ce que tu soulignes. Il faut absolument d'ailleurs que ce soit... Voilà, qu'on soit super invisible là aussi. L'utilisateur final de l'éventuelle carte de feed qui est une carte de paiement ne saura pas que finalement c'est opéré par vous. Alors, il le saura, je veux être précis. D'un point de vue réglementaire, comme on utilise notre agrément, d'un point de vue bancaire, quelque part, le client est un client bancaire d'Expolens. Il signe des CGU bancaires d'Expolens et il doit savoir, c'est une obligation, c'est notre première obligation d'ailleurs, que ces fonds sont protégés dans le bilan d'Expolens et lui-même a son bilan protégé dans les livres du groupe BPCE. Donc c'est du solide. Ouais, c'est rassurant ce que tu es en train voilà. de dire finalement. Je ne confie pas mon argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer de l'argent. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est quand même, et la réglementation nous y oblige de toute façon, une fois qu'on a dit ça, ça s'arrête là. C'est-à-dire que pour un lecteur attentif des CGU dans l'application, il va voir qu'il y a un bout qui est de la CGU de paiement avec Expolens qui est mentionné. Pour les gens vraiment très intéressés, ils vont savoir qu'ils peuvent se tourner vers Expolens en cas de souci via le médiateur bancaire, des choses comme ça. Mais à part ça, on est super invisible. Notre marque n'apparaît pas dans l'application sous aucun prétexte. On n'est pas une marque retail. Au dos de la carte, il y a écrit discrètement cette carte est émise par Expolens, comme les schemes Visa, comme la réglementation l'impose. Et sur le recto de la carte, vous avez le design souhaité par notre client avec sa marque à lui, etc. Donc voilà, on informe le client sur ce qu'il doit savoir et ce qui le rassure. Mais au-delà de ça, on est en niveau 2 en fait. Voilà. Donc, on ne cherche pas du tout à s'approprier la relation avec le client final, bien au contraire, on fournit des outils aux retailers pour augmenter la valeur de cette relation. On va rentrer un peu dans le détail du déploiement et puis peut-être en utilisant le use case dont on a fait mention en introduction. Ce qui est important de comprendre, je pense, pour les auditeurs, c'est la facilité de déploiement de cette solution, puisque ça peut faire peur de venir brancher un nouveau service de paiement ou un nouveau service bancaire à destination de ses clients qui doit aussi s'accompagner d'une conduite du changement en quelque sorte, c'est-à-dire leur faire comprendre pourquoi on fait ça. Mais en même temps que je te dis ça, il y a un point qu'on avait évoqué en préparation de cet entretien qui à mon avis est important, c'est pourquoi ça vient s'ajouter à un business model. Pourquoi je l'ai vaguement dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important de le souligner. Ouais. Là, ça va vraiment dépendre de chacun de nos clients et de son besoin, de son cahier des charges. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui comme grand use case qu'on adresse, il y a 2 grandes familles. Il y a 3 grandes familles peut-être. Il y a vraiment des purs sujets d'expérience client. Je veux avoir un parcours d'achat plus fluide, plus customisé dans un contexte donné. On donnera un exemple tout à l'heure dans lequel on rentrera plus en détail. Il y a des cas d'usage plutôt, je dirais, internes de robotisation, d'optimisation. Là, on est plutôt dans l'univers de l'assurance ou des relations entre un franchiseur et des franchisés, la collecte du chiffre d'affaires dans différentes boutiques qu'on veut tracer. Là, on est plutôt sur un sujet d'automatisation et de coûts de gestion de temps réel. La réconciliation des paiements, voilà, exactement, ce genre de choses, l'instantanéité dans tout ça. Et moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, j'y reviens, c'est, je dirais, le passage à l'étape technologique suivante des programmes de fidélité et même des programmes de cadeaux, de gift, de vouchers. Juste une illustration,
Il y a à peu près 17% des Français qui ont connecté leur carte bancaire à un wallet de type Apple Pay ou Samsung Pay ou etc. Parce qu'ils ont le bon smartphone, etc. Donc l'usage n'est pas encore dominant, mais il accélère quand même pas mal. Ce qu'on peut faire nous derrière, c'est des cartes virtuelles. Pour gérer un programme de fidélité, si on veut mettre une carte de paiement dedans, à la base, ça coûte cher et en plus, il faut la distribuer, la carte. Si vous pouvez être dans une expérience purement digitale avec une carte virtuelle enrôlée dans un wallet, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus facile de déploiement, beaucoup plus fluide pour l'utilisateur. Ça peut être super contextualisé. Je suis dans un point de vente et je reçois une notification push qui me dit « Payez avec votre téléphone mobile via l'application de cette marque et vous aurez X avantages. » Voilà, c'est un moyen de créer de la récurrence. C'est pour ça que je disais, évidemment, le fait de vouloir mettre des cartes de paiement dans les programmes de fidélité, de vouloir faire du gift, des vouchers, c'est pas nouveau. Je dirais plutôt que c'est un marché qui, à mon sens, peut passer à la génération technologique d'après, ce qui permet aussi de le démocratiser, d'en réduire le coût de gestion et de créer des parcours d'achat plus fluides pour les utilisateurs. Ce qui est important de souligner, c'est que ce sont des cartes de débit. Oui. Dans la majeure partie des cas, oui. Ça pourrait être des cartes de débit différées ou des cartes de crédit de type revolving. Nous, pour l'instant, on ne pousse pas là-dessus. Mais ça pourrait. Concrètement, pour le consommateur, ça veut dire qu'il va lier sa carte à un compte. Comment il est alimenté, en fait, ce compte? Il y a plusieurs options. Effectivement, l'enjeu, c'est de rendre fluide l'expérience d'utilisation du wallet dans un dispositif comme celui-ci. Donc, si on est vraiment, on imagine, parce qu'il y a plein d'autres use cases, mais on est dans le use case, je suis une marque, je veux créer un wallet pour mon utilisateur et l'inciter à utiliser ce wallet pour payer quand il est chez moi. Voilà, pour mieux le connaître, créer des avantages. Que quand il est etc. chez moi? Ça, c'est au choix. Il y en a qui font ça d'ailleurs. Imaginez qu'il a un cashback de X% quand il paye, y compris chez d'autres enseignes, etc. Après, c'est vraiment des calculs à faire. Ça typiquement. Sans qu'il y ait de cashback, on pourrait imaginer que finalement, je reprends le sujet de la data. Le fait que cette carte que toi, retailer, a émis, est liée à ton programme de feed avec du cashback par fidélité. Donc, tu vas aller alimenter le compte avec le programme de feed. Du cashback, voilà, comme ça existe déjà beaucoup dans la grande distribution alimentaire. Mais tu peux dire, cette carte, finalement, l'utilisateur peut, sur son compte, faire des versements supplémentaires et aller l'utiliser dans d'autres enseignes, partenaires ou pas, j'en sais rien, mais l'intérêt que j'ai, moi, c'est de voir la donnée, d'avoir la donnée. Je connais mieux mon client. C'est complètement utopique de penser ça? Non, c'est tout à fait possible. Je dirais simplement que nous, par rapport à ça, on fournit les solutions et on aide nos clients à faire la bonne analyse. Le fait de savoir s'il y a un intérêt à faire ça et un ROI à faire ça, c'est vraiment quelque chose qui s'analyse dans un contexte dédié en fonction du panier moyen, de la marque dont il est question, du nombre de clients concernés, de l'usage auquel on s'attend par ailleurs. Donc il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Bien sûr. Voilà. Nous, en tout cas, on va pouvoir aider typiquement à regarder ce que ça veut dire en termes de business model. Ça veut dire qu'on utiliserait plus la carte chez d'autres, qu'on augmenterait l'utilisation du wallet. Tout ça, ça représente un coût et dont une partie de ce coût ne générait pas du chiffre d'affaires chez le retailer concerné, mais chez d'autres. C'est ça. Donc, dans certains cas, ça peut rapporter. Dans d'autres non. Et la valeur qui est attribuée à la donnée client, c'est le retailer qui le sait. C'est pas nous. Ça. Nous, on l'aide à analyser. Mais vous êtes là en fait en conseil, en support pour poser les bonnes questions et après aller choisir les briques technologiques, les API qui vont bien pour pouvoir répondre au mieux aux besoins qui a été défini. Exactement. C'est ça. Passons un peu sur le business case. Je te laisse prononcer son nom, tu me l'as dit évidemment. Oui, volontiers. Donc, le business case que j'ai choisi de vous parler, c'est celui de 1001 listes. 1001 listes, c'est le programme de liste de mariage du groupe Galeries Lafayette. C'est une filiale d'ailleurs de Galeries Lafayette, qui s'est complètement transformée en travaillant avec Exponence. Ce qui se passait avant, je vais vous faire un petit avant-après, on créait un mariage, on créait une liste, on invitait des gens à son mariage et puis ils allaient choisir sur la liste
voilà ce qu'ils allaient payer. Le modèle commençait un tout petit peu à s'épuiser, pas seulement chez Galeries Lafayette. De façon générale, la pratique de la liste de mariage était en perte de vitesse sur le marché français. C'est eux qui me l'ont expliqué, je ne suis pas un spécialiste de ce marché-là. Et ils se sont dit, on veut complètement transformer le parcours, l'expérience d'achat, l'expérience d'utilisation de cette liste de mariage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en utilisant les technologies et les solutions d'Expolens? Ce qui se passe maintenant, c'est que du coup, les mariés créent une liste, mais en fait, derrière cette liste, il y a une cagnotte. Et du coup, les invités du mariage, ils vont faire une contribution à cette cagnotte. Faire un paiement par carte, etc. Et dire, moi je donne 20 €, pas sur un article donné, je verse à cette cagnotte globale. Cette cagnotte globale, elle va être transformée en carte, et cette carte, elle va pouvoir être utilisée dans les anciennes Galeries Lafayette, avec un peu de cashback, si c'est bien utilisé dans les anciennes Galeries Lafayette. Le client, en l'occurrence, peut aussi, les mariés peuvent choisir de récupérer l'argent pour le dépenser ailleurs, mais dans ce cas, ils n'ont pas le cashback. C'est comme ça en tout cas que l'on fait. Pour l'instant, ils ont pris de la carte physique. Nous, on les incite à regarder s'il n'y a pas des choses à faire aussi avec de la carte virtuelle. Ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est un exemple. Je l'ai pris parce qu'il est simple à expliquer rapidement de ce que j'appelle des transformations ou des nouveaux modèles d'affaires. Là, on a une activité qui cherchait à se renouveler et qui en l'occurrence est du coup, je ne pense pas que ce soit uniquement à cause de ça, mais en très belle croissance depuis qu'on a lancé ça il y a 2 ans avec eux, et qui a pu complètement se transformer grâce à cette fonctionnalité-là. Et donc de manière typique, ce que gère Galeries Lafayette, c'est l'expérience du client. Le front, en l'occurrence, c'est un front web, pas une application mobile. L'expérience finale. L'expérience finale. Parce que finalement, tu en as 2. Oui, oui. Moi, mon client à moi, c'est Galeries Lafayette, et je fournis Galeries Lafayette des éléments pour qu'il facilite l'expérience de son propre client final. Mais il y a une chose à laquelle nous, on est très attachés, c'est que l'UX, et moi je crois que c'est ça la modernité, l'UX, c'est le cœur de la marque de nos jours. Donc, c'est Galeries Lafayette ou c'est tel autre retailer qui doit, et qui en général veut, avoir la main, avoir la maîtrise de l'UX. Donc nous, alors on aide, on fournit des solutions, des conseils, on peut suggérer des partenaires agences digitales qu'on connaît très bien, qui savent nous intégrer, qu'on recommande, mais ce qu'on suggère dans tous les cas, c'est que l'expérience client et le front qui va avec soit maîtrisé par la marque qui va venir nous consommer. Et nous, on est vraiment l'infrastructure technique derrière, qui gère toute la complexité bancaire et qui présente l'avantage d'être consommé en temps réel par API avec des intégrations facilitées. Ça peut quand même être des projets un peu costauds de quelques mois. Voilà, c'était la question que je voulais te poser. Ouais. Là, on a bien vu finalement, compris avec Mille et une listes, les briques de produits qui sont venus s'installer, le wallet, le moyen de paiement, peut-être demain le moyen de paiement virtuel, digital. Comment ça se passe, ce déploiement concrètement, à la fois en temps, en ressources nécessaires Alors, en général, ce sont des projets, je dirais, pour les plus courts de 3-4 mois, pour les plus longs de 8-9 mois. Là, ça dépend vraiment de 2 facteurs. C'est le niveau d'ambition et de complexité de ce qu'on veut faire et la taille des équipes disponibles chez nos clients. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les objets bancaires sont des objets qui ont un cycle de vie. Une carte, c'est un cycle de vie. On peut faire opposition, on peut la perdre et en commander une nouvelle, on peut choisir de la bloquer ponctuellement dans une géographie puis de la débloquer le lendemain. C'est même indispensable aujourd'hui de proposer ce self-care digital aux utilisateurs. Un KYC, c'est pareil, la réglementation nous oblige à le refaire à des échéances régulières, etc. Donc, si on veut un programme complet et complexe où il faut gérer en termes d'UX le cycle de vie de tous ces objets dans le contexte qui convient le mieux à notre client, oui, ça peut durer quelques mois. Parfois, c'est beaucoup plus court parce qu'on choisit un sujet plutôt orienté sur l'optimisation des flux, par exemple, de trésorerie, le paiement des fournisseurs, des partenaires, etc. Ça peut être des projets beaucoup plus courts. Où là, on va être plutôt sur la génération d'IBAN virtuels pour faciliter le lettrage, etc. C'est beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut néanmoins voir, c'est que si on compare ces quelques mois de projet, avant que le BAS n'existe,
c'était pas quelques mois de projet, c'était des années en fait, parce qu'il fallait créer une filiale, la doter d'un agrément d'établissement de paiement, construire son core banking system, aller chercher ses processeurs de paiement, et puis une fois qu'on avait tout ça, on pouvait développer les fonds. Oui, on était dans des années, quoi. Et on crée une captive, en fait, quelque part. Ceux qui le font déjà aujourd'hui ont créé des captives. Nous, quelque part, on dit aux retailers, vous n'avez pas besoin d'avoir de captive, vous pouvez venir nous utiliser à la place d'une captive que vous n'auriez pas. Ça, sur des aspects très concrets, ça veut dire qu'il y a du personnel d'Expolens qui est détaché sur un compte client. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a, j'imagine, une collaboration étroite avec les équipes du client. C'est très important, effectivement. On essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus, dès l'avant-vente d'ailleurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre organisation, mais chacun de nos clients a un account manager qui va vraiment gérer son projet de bout en bout pendant la phase d'implémentation initiale et ensuite au cours de la vie de la relation. Et nous, derrière, on a toute une organisation que je ne détaille pas, qui peut être visible du client ou pas selon les moments du projet, mais qui va vraiment, point par point, venir apporter du conseil sur l'intégration technique, sur les sujets réglementaires s'il y en a, sur des sujets opérationnels s'il y en a. C'est effectivement une grande partie de notre tâche, c'est presque de former nos clients à tout ça. Ok, donc ils ne sont pas lâchés dans la nature. Démystifier, ah ben non, surtout pas. Oui, non, mais c'est important toujours, même si ça paraît évident, c'est toujours mieux de redire les choses qui sont peut-être évidentes. Et je vais te dire, moi je n'y crois pas, c'est la différence je pense entre le BaaS et des acteurs comme les PSP. Les grands noms du PSP côté e-commerce, ce sont des acteurs qui à l'inverse vont vous dire, j'ai une documentation en ligne tellement excellente que vous allez pouvoir en totale autonomie de votre côté, en self-care complet, déployer mes moyens de paiement sur votre site e-commerce par exemple. Nous, il faut qu'on ait la documentation en ligne excellente, il faut qu'on ait le même degré d'exigence, mais on est sur des projets qui ne marcheront jamais comme ça. Je n'y crois pas. En plus de ça, il faut un accompagnement dédié. Parce qu'encore une fois, moi je fournis une boîte à outils bancaire et cette boîte à outils bancaire, il faut la déployer dans les règles métiers et les objectifs métiers d'un client donné et ça, il faut l'aider à le construire et le construire pour lui. Comment, en deux mots, et pour un peu conclure, fonctionne le business model d'Expolens avec ses clients? J'imagine qu'il y a des setup fees et puis après il y a du variable qui doit être dépendant des volumes transactionnels, des volumes de cartes. Comment ça fonctionne? C'est tout à fait ça. Il y a des frais d'installation de setup qui peuvent être assez variables. Là, c'est très lié à la taille du projet et à son ambition. On essaie de les rendre peu gourmands, c'est pas là-dessus qu'on gagne notre vie. Et puis des coûts, on est vraiment dans le modèle du software as a service, des coûts plutôt pay as you go, avec les volumes qui augmentent, et on pratique effectivement une dégressivité importante sur les prix avec les volumes qui augmentent. Donc en fait les sous-jacents, ça va dépendre du cas d'usage, ça va être le nombre de comptes, le nombre de cartes, le nombre de transactions, le nombre de virements, etc., le nombre de KYC, et plus il y en a, plus le tarif unitaire baisse. Voilà, et c'est aussi l'intérêt par rapport à la manière dont on faisait ça avant le BaaS, où il fallait monter toute une infrastructure. Quand on monte une infrastructure, on supporte des coûts fixes. Nous, finalement, il n'y en a pas de fixed fees. Non, c'est variabilisé. Tout est variabilisé. Voilà. Si au démarrage, si vous lancez votre produit et que vous avez vos 200 premiers clients, vous payez le prix des 200 premiers clients. Vous ne payez pas toute l'infra. Elle est déjà chez nous, elle est déjà mutualisée. La seule chose qu'on se permet de faire, c'est, selon les projets, de mettre des minimums garantis assez bas, parce que nous-mêmes, on a nos propres coûts fixes, et que si vraiment on lance un projet complexe et qu'il n'y a presque aucun client qui l'utilise derrière, pour nous, le coût de maintenance devient difficile à supporter, mais c'est assez marginal. Globalement, on paye as you go dégressif avec le volume. Écoute Jean, je te remercie pour la qualité de cette conversation, Merci à toi. les explications simples que tu as réussi à donner d'un environnement qui ne l'est pas tant que ça. On a pu comprendre en filigrane de ce que tu nous as dit que derrière il y a quand même une complexité technologique bien sûr, réglementaire également bien réelle, que pour que ce soit simple pour l'utilisateur, c'est que forcément derrière ça a été compliqué pour le fournisseur. Vous avez travaillé sur un sujet nouveau en plus, tu l'expliquais,
from scratch, c'est-à-dire que c'est vraiment la dernière des technologies qui est présente et disponible pour vos clients. Tu l'as évoqué, vos clients ils sont de différentes industries, mais celle du retail est très importante, et on a compris à quel point pour les retailers il y avait un intérêt, un avantage à offrir ces nouveaux services, et que c'était finalement en chemin, et que on allait voir de plus en plus en fait ce genre de service se développer. Je voudrais remercier également, comme Explosium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien qu'il apporte aux Digital Doers et à cet épisode en particulier. Merci à vous tous, auditeurs qui êtes toujours plus nombreux. Merci pour les commentaires que vous pouvez m'envoyer. Jean, si on veut joindre Expolens, si on veut te joindre, c'est quoi? Au travers du site, de LinkedIn? Oui, au travers du site volontiers, de LinkedIn volontiers, voilà. Et n'hésitez pas, encore une fois, on est très orienté conseil, on aime bien défricher avec leurs clients, avec nos clients, pardon, leurs préoccupations. Donc on est disponible. Si vous avez des questions sur ce que c'est que le BaaS, même si vous n'avez pas encore de projet, nous, ça nous intéresse voilà, tout simplement de nous présenter et de vous donner peut-être des idées pour l'avenir. Donc vous pouvez contacter Jean et ses équipes directement sur LinkedIn, c'est Jean Guillaume, Guillaume c'est son nom de famille, vous pouvez le joindre directement. Si vous avez des difficultés, passez par moi, je ferai avec plaisir le relais de vos demandes d'informations. Jean, merci encore 1000 fois, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci à toi.